Merci, c'est très gentil. Ce qui va nous occuper aujourd'hui, ça va être un rappel, mais aussi un approfondissement, un panorama des grands courants méthodologiques dans l'enseignement des langues étrangères, et notamment dans l'enseignement du français langue étrangère. Alors ce panorama, on va l'organiser de façon chronologique. Non que ce soit le seul critère possible, mais c'est l'un des critères structurants du domaine, puisque les évolutions se sont succédées dans le temps de façon de plus en plus accélérée. Vous allez voir que les renouvellements sont de plus en plus rapides. Et parce que chaque nouvelle méthodologie prétend, évidemment, répondre aux insuffisances des méthodologies précédentes. Donc le critère chronologique n'est pas un mauvais critère, à condition qu'on garde à l'esprit la réserve suivante, et elle est importante. C'est que ce n'est pas parce qu'apparaissent de nouvelles méthodologies que les méthodologies précédentes disparaissent. Dans l'enseignement des langues, comme dans beaucoup de domaines, les innovations ne viennent pas remplacer, en tout cas pas majoritairement remplacer les systèmes précédents, elles viennent, les innovations, simplement s'y ajouter. Ce qui signifie, vous allez le voir, que, bon, les méthodes les plus anciennes, puisqu'on va remonter au Moyen-Âge, quand même, les méthodes les plus anciennes ont été à peu près totalement abandonnées, mais je dis bien à peu près, parce que, en grande partie, ce que vous trouvez dans les méthodes A6000, par exemple, ça relève de ce qu'on trouvait comme manuel de conversation au XVe siècle, ce qui n'est pas un jugement de valeur de ma part, mais largement abandonné. Et ensuite, on a eu des méthodes traditionnelles, et puis des méthodes plus modernes, audiovisuelles, audio-orales, etc. On va y venir. Et vous savez, pour l'avoir vécu vous-même, dans vos apprentissages de langue, qu'on rencontre encore aujourd'hui, ici ou là, des méthodes traditionnelles, alors qu'on n'en a plus inventé de nouvelles depuis maintenant quasiment un demi-siècle. Mais celles qui étaient là continuent à être utilisées. Donc on est bien clair, il y a, enrichissement de l'éventail méthodologique, sans qu'il y ait substitution définitive. Ce qui est d'ailleurs parfois regrettable. Je vous rappelle que quand on parle de méthodologie, on parle des principes généraux de l'enseignement et que ça se concrétise dans des supports. Et que parmi les supports qui constituent donc des méthodes, vous allez trouver des manuels. Mais pas exclusivement des manuels, c'est-à-dire des supports écrits, puisque nous allons avoir de plus en plus, en avançant dans le temps, vous allez le voir, c'est ce que vous avez connu vous, des supports audiovisuels. Bande son, film, image. Voilà pour la précision terminologique. Ce qui nous importe quand on analyse une méthodologie, quand on essaye de savoir quels sont les principes fondamentaux qui la sous-tendent, c'est d'une part la question didactique, vous savez que c'est celle qui nous réunit principalement ici, c'est-à-dire quels contenus ont été sélectionnés, comment ont-ils été organisés, présentés, pour quelles raisons. Mais aussi la question pédagogique, qui est en aval de la réflexion, c'est-à-dire quels sont les objectifs d'apprentissage qui sont visés par la méthodologie. Et d'une méthodologie à l'autre, tout ça change. Même les objectifs d'apprentissage. On pourrait croire que toutes les méthodes de langue ont les mêmes objectifs. Enseigner une langue à quelqu'un. Non. Justement, il y a un certain nombre de méthodologies dont l'objectif n'est pas la langue. D'autres dont l'objectif est exclusivement une certaine partie de la langue. Ce qui fait que ce critère pédagogique est aussi un critère pertinent. Alors entrons donc dans l'histoire. Et commençons par les méthodes les plus anciennes, qui sont les méthodes qu'on trouve au Moyen Âge et surtout à partir
du XVIe siècle. Oui, oui, mais bon, l'histoire est souvent éclairante. Alors, les premiers rudiments de méthode d'enseignement du français langue étrangère remontent principalement au XVe siècle, fin du Moyen Âge. Il y avait déjà à l'époque des méthodes, on va appeler ça comme ça, même si le terme est anachronique évidemment, des méthodes d'enseignement du français langue étrangère. Alors, on appelait ça des livres de manières, puisque ce que ça enseignait, c'était ce qu'on appelait à l'époque des manières de langage. Ce qui veut dire, en fait, comment parler une langue. Or, il n'y en a pas beaucoup, hein. Moi j'en connais 3, ce qui est incomparable avec les dizaines et les dizaines de méthodes actuelles, évidemment, mais elles ont comme caractéristique commune d'enseigner la langue exclusivement à travers l'écrit. Évidemment, à l'époque, ils n'avaient pas de support pour enregistrer le son. D'enseigner la langue à partir du latin, c'est-à-dire que notamment les commentaires, les présentations sont rédigés en latin, ce qui nous fait dire qu'on a affaire à ce qu'on appelle des méthodes indirectes. Méthode indirecte, ça veut dire qu'on enseigne la langue par le biais d'une autre langue, que ce soit celle des apprenants ou une langue tierce. On enseigne le français par des explications en latin. En l'occurrence, à l'époque, il s'agissait de l'enseigner à des anglophones, puisque toutes ces méthodes sont des méthodes britanniques. Pour des raisons historiques bien connues, hein, vous savez que c'est l'époque où les Anglais, on va en rester là, pour pas trop généraliser, ont commencé à abandonner le français comme langue officielle et où l'aristocratie cherchait malgré tout à le conserver. Donc on a créé des méthodes pour enseigner le français aux jeunes aristocrates britanniques pour qu'ils puissent continuer à maîtriser ce qui avait été pendant longtemps la langue du pouvoir en Grande-Bretagne, la langue du trône d'Angleterre. Donc, méthode écrite, indirecte via le latin, ayant comme public exclusif, justement, des aristocrates, des nobles, donc une certaine élite sociale. C'est obligé d'ailleurs, hein, parce qu'il fallait qu'ils sachent lire pour pouvoir utiliser les manières de langage. Or, à l'époque, les franges de la population qui étaient alphabétisées étaient très réduites, et c'était les clercs et les aristocrates. Ce sont, au Moyen-Âge, des poèmes rimés pour la plupart. Vous voyez un petit peu le naturel de la langue qu'on enseignait. Donc la langue est rimée. Et on imagine des situations de vie qui donnent lieu à des dialogues très artificiels. Alors, c'est par exemple, c'est pour ça que ça me rappelait un peu les méthodes assimiles, c'est par exemple, le jeune aristocrate britannique arrive le soir à l'auberge, alors il rentre et il dit « Hola tavernier, du vin et du meilleur », et ça continue rimé. Alors là où c'est très très rigolo, c'est que c'est pas naturel du tout, parce qu'évidemment, on énumère toutes les choses possibles qu'il peut dire. Donc il va dire « Hola, bonjour, bonsoir, comment ça va, comment allez-vous, vous portez-vous bien ?» Et il va continuer. Est-ce que vous avez une chambre, un logement, un appartement, un lit? Et l'autre va lui répondre, oui, et que désirez-vous manger? Du poulet, du lapin, du rôti, du roast beef, des carottes, des pommes de terre, du chou. Et on passe en revue tout ce qu'on peut dire. Donc on a des espèces de stocks de vocabulaire complètement artificiels. C'est pas le pire qu'on ait trouvé, hein, parce que c'est quand même une méthode de la langue en dialogue. Dialogue artificiel, mais dialogue quand même. À partir du XVIe siècle, la réflexion sur les langues, et notamment les langues dites vulgaires de l'Occident, commence à se développer. Vous savez que jusqu'au XVIe, c'est le latin qui reste la langue sacrée, la langue dominante, la langue de l'écrit, du pouvoir, et qu'à partir du XVIe, les langues dites vulgaires commencent à le remplacer. C'est l'époque où le français commence à être perçu comme une vraie langue, digne d'occuper un certain nombre de positions de prestige qu'occupait jusque-là le latin. Je vous renvoie pour ça à la Pléiade pour la littérature, aux écrits philosophiques,
qui paraissent au XVIe, enfin tout le renaissantisme pour ce qui est du français, mais aussi pour ce qui est d'autres langues européennes hors du latin. Alors du coup, on aboutit à deux choses. D'une part, on commence à faire, pour la première fois, des grammaires du français. Hein, la première grammaire connue du français date de 1530, si mes souvenirs sont bons. Et elle est due, bien sûr, à un sujet de Sa Gracieuse Majesté. Puisque, encore une fois, là où il y avait une vraie préoccupation de transmission du français, c'était en Grande-Bretagne, c'était en Angleterre, où la langue était en train de se perdre chez les aristocrates pour être remplacée par l'anglais, qui jusque-là était considéré comme la langue des paysans. Hein. Donc, des grammaires qui imitent les grammaires latines, parce qu'évidemment, le latin reste le modèle. Donc, on a un enseignement qui est fondé, comme l'enseignement du latin, sur la traduction de textes littéraires, le fameux thème-version, hein, évidemment exclusivement sur l'écrit, pire encore que dans les méthodes du siècle précédent, parce que là, il n'y a même plus de dialogue. Hein. On donne aux gens qui veulent apprendre la langue une grammaire, point, avec l'idée qu'il suffit d'apprendre les structures de la langue pour pouvoir la parler. Donc, exclusivement centré sur l'écrit, sur des règles qui sont les règles du latin transposées au français. On n'a même pas fait une véritable étude des structures spécifiques du français. On plaque la grammaire du latin sur le français, y compris les déclinaisons. Il fallait quand même le faire. Hein. Simplement, au lieu d'avoir un exemple décliné, on a un exemple avec une préposition. Mais ça continue à s'appeler pareil. L'attributif, l'accusatif, le nominatif, etc. Vous imaginez le décalage, hein, donc dans la présentation, dans la compréhension qu'on pouvait en avoir quand on lisait ça. Et de toute façon, on continuait à s'adresser exclusivement à des milieux aisés, à des élites économiques, culturelles, politiques. Il fallait savoir lire, il fallait avoir le temps d'être scolarisé, etc. On est toujours dans de la méthode indirecte. On apprend une langue par des explications données sur cette langue et notamment par des explications données soit dans la langue des apprenants, soit en latin. On n'enseigne pas le français en français. On enseigne le français en latin ou en anglais, par exemple. Ce qui est sans doute pas ce que vous avez connu, ça a considérablement changé depuis. Donc là, on a ces méthodes qu'on va appeler les méthodes traditionnelles, au fond, qui se mettent en place au Moyen-Âge et au XVIe siècle, et qui vont durer, en gros, jusqu'au XIXe, jusqu'à la fin du XIXe siècle. À quelques détails près, rien n'a changé pendant toute cette période. Parce qu'on avait, il faut quand même bien comprendre, même si ça peut nous paraître un peu... Avec le recul, on se dit, mais enfin, c'est pas vrai, pourquoi ils ont fait ça comme ça? Il faut bien comprendre qu'ils avaient à l'époque l'idée, qui n'est pas idiote, hein, attention, c'est pas, je veux dire, c'est pas des gens qui ne savaient pas réfléchir, mais réfléchissaient d'un certain point de vue. Ils avaient à l'époque l'idée que c'est une vieille tradition occidentale, une langue c'est avant tout une grammaire, c'est-à-dire avant tout une norme écrite, que les vraies langues, les modèles, c'était les langues anciennes, donc des langues mortes, et que les langues modernes n'avaient de dignité qu'à condition qu'elles ressemblent le plus possible aux langues anciennes, c'est-à-dire à des langues mortes. Donc qu'on les enseigne comme des langues mortes à l'époque, c'était parfaitement cohérent dans la pensée à la fois linguistique et puis, disons, scientifique générale de l'époque. Les modèles étaient des modèles anciens. De toute façon, il n'y avait pas de visée concrète effective, on s'adressait qu'à une petite minorité qui avait par ailleurs les moyens d'aller passer un séjour linguistique, ça ne s'appelait pas encore comme ça, vous imaginez bien, mais d'aller passer un séjour linguistique. Alors, une fois que le fils du marquis de Machin Chouette avait bossé pendant 6 mois, 1 an, 2 ans sur sa grammaire avec un répétiteur, on l'envoyait en stage, on ne disait pas ça comme ça, pendant 6 mois, à la cour de France si on pouvait, ou dans une autre cour où on était plus ou moins francophone, et c'était là qu'il allait se frotter à la langue parlée effective. Mais à quelle langue parlée, évidemment, hein?
pas du tout à une langue usuelle, quotidienne, populaire. C'est une situation de hiérarchie sociale très forte et elle se retrouve, y compris dans les pratiques d'enseignement social des langues. Alors, là où on commence à avoir un changement, c'est pendant le XIXe siècle, et ça aboutit au début du XXe siècle, et on a un deuxième grand courant, qu'en gros, on peut dater de, mettons, 1900 jusqu'à 1950, qui est marqué principalement par l'essor de l'enseignement du français. Là, on commence à faire un enseignement de masse. Mais détrompez-vous, il ne s'agit pas d'un enseignement de masse du français à l'étranger, il s'agit d'un enseignement de masse du français en France. Parce que c'est l'époque de la scolarisation obligatoire. Hein, les lois Jules Ferry, je vous rappelle, c'est 1882-1886. Et je vous rappelle aussi que jusqu'à la fin du XIXe siècle, au moins les 3/4 des Français ne parlaient pas français, mais les langues régionales, plus ou moins proches, ou parfois très distantes du français. Pensez au basque. Et donc c'est l'époque où on a essayé de mettre au point des méthodes d'enseignement du français à des gens qui ne le parlaient pas de façon massive. Du coup, on met au point une innovation absolument fondamentale dont on pense, d'après les sources historiques qu'on a, qu'elle est due à un inspecteur de l'enseignement primaire du Finistère. Mais il n'y a pas de quoi être fier, vous allez voir, même si ça s'est passé en Bretagne, puisqu'il a été l'inventeur de ce qu'on a appelé la méthode directe. C'est-à-dire l'idée, à l'époque tout à fait révolutionnaire, que pour que quelqu'un apprenne une langue, il fallait lui enseigner cette langue dans cette langue. Enseigner le français en français, en rejetant hors de la classe la langue de l'apprenant. En l'occurrence, pour l'inspecteur en question, c'était le breton. Il partait du constat qu'en enseignant le français à l'aide du breton, on continuait à légitimer un certain usage du breton. Et que comme il voulait non seulement rendre les enfants francophones, mais leur faire abandonner le breton, parce que le but, c'était pas le bilinguisme, hein. Le but, c'était de passer au monolinguisme français. La meilleure des solutions, c'était d'interdire l'autre langue dans la classe. Et donc la méthode directe, au départ, a été mise au point pour rendre plus efficace l'enseignement d'un français qui deviendrait un enseignement exclusif d'autres langues. Ça, c'est fin 19e, début 20e que ça se met en place, et le ministère de l'Instruction publique, puisque c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, a trouvé l'idée géniale, et là, très rapidement après expérimentation, recommandé chaudement à tous les enseignants de français de France. Ça a commencé à pénétrer l'enseignement des langues étrangères, en fin de compte, après la guerre de 14-18, et là pour une autre raison historique aussi. On a les premières traces dans les instructions officielles dans les années 1920. C'est parce qu'on s'est rendu compte sur le front que les soldats français étaient particulièrement mauvais en langue étrangère, ce qui pouvait leur poser des problèmes. Et à la suite de ce constat, on s'est dit comment faire pour que l'enseignement des langues étrangères, qui était évidemment peu développé à l'époque, soit plus efficace. Et on a été piocher la même idée de la méthode directe, en faisant la méthode qu'on a appelée méthode directe active. Avec l'idée que pour que les gens apprennent une langue étrangère, vous allez voir à quel point c'était révolutionnaire, à quel point ça va vous surprendre, il faut la leur faire pratiquer. Ah, grande découverte. Pour pouvoir apprendre une langue, il faut qu'on s'adresse à vous dans cette langue et qu'on vous mette en situation d'avoir à répondre dans cette langue. Méthode directe active. Alors ça vous paraît d'une banalité extrême, j'imagine, mais à l'époque c'était particulièrement nouveau. Parce que jusque-là on avait enseigné les langues à l'écrit, sans parler ou en parlant très peu, à partir d'une langue autre qui servait de langue d'explication. Donc, on met en place les méthodes directes actives
Ce qui permet, première conséquence importante, de réduire énormément les activités de traduction. Là, du coup, évidemment, on a beaucoup moins besoin de faire du thème et de la version, puisqu'on essaye de pratiquer directement la langue. C'est-à-dire qu'on est en train de commencer à abandonner le modèle des langues anciennes, pour essayer de voir émerger, au fond, un véritable mouvement méthodologique d'enseignement des langues vivantes. C'est d'ailleurs l'époque où on commence à distinguer langue ancienne et langue vivante. Jusque-là, on n'osait pas trop dire que le latin n'était pas une langue vivante. Ça restait quand même la langue de référence. Je vous rappelle que jusque dans les années 50, en France, l'épreuve de sélection la plus importante pour réussir à accéder notamment à l'enseignement supérieur et aux grandes écoles, c'était le thème latin. Parfois même, mais là ça devient plus élitiste, le thème grec. Grec ancien, bien sûr. Hein. Plus tard, c'est devenu les maths. Après, ça a été les bacs C qui ont eu accès à un certain nombre d'écoles prestigieuses. Mais jusque dans les années 50, c'était le fort en thème latin. Le bon élève, c'était le fort en thème latin. Demandez à vos grands-parents s'ils ont eu ces cursus-là, je pense qu'ils doivent s'en souvenir encore. Donc, les objectifs restent évidemment des objectifs grammaticaux, mais on commence à s'approcher petit à petit d'une véritable pratique de la langue, et plus seulement d'une connaissance de la langue. Vous voyez, la distinction est fondamentale. Hein. Soit on enseigne du savoir sur la langue, soit on enseigne de la pratique de la langue. Et éventuellement les deux. Mais là, ça devient la cerise sur le gâteau. Or, nous on le sait maintenant parce qu'on a testé l'ensemble, il est tout à fait possible d'apprendre une langue sans en avoir un savoir conscient. C'est le cas de l'apprentissage de la langue dite première ou maternelle. Quand vous apprenez, on ne vous donne pas des règles de grammaire et on ne vous fait pas des explications de vocabulaire et de phonétique. Vous apprenez ça spontanément, sans réfléchir. Si vous êtes d'un seul coup transplanté dans une situation où vous avez à parler une autre langue, dans un autre État, dans un autre pays, dans une autre région du monde, ben vous l'apprendrez sur le tas. Et on ne vous donnera pas de cours de grammaire, on ne vous donnera pas de cours de phonétique dans un laboratoire, vous déduirez des pratiques de vos propres tâtonnements, un apprentissage et donc une possibilité d'utiliser la langue. Donc c'est possible, mais à l'époque on n'y pensait pas. D'un autre côté, je connais des tas de linguistes, moi y compris, qui ont des connaissances encyclopédiques abstraites sur une langue, mais qui sont absolument incapables de la parler. Moi je sais des choses sur le fonctionnement du turc, sur le fonctionnement du chinois, ou sur, on va prendre des choses plus proches de moi, du fonctionnement de l'allemand, mais je suis incapable de m'exprimer, ne serait-ce que pour demander mon chemin ou un verre d'eau, en turc, en chinois ou en allemand. Donc, l'idée de dissocier, au moins partiellement les deux, est une idée fondée. Simplement, elle n'est pas apparue à l'esprit des gens direct. 50, on entre pendant